Bienvenue à tout le monde. Moi, donc, c'est Valérian Poyot. Je suis chargé de mission énergie à FNE Pays de la Loire. Vous ne me voyez pas, mais je suis présent à Nantes. Et donc, on a souhaité profiter de la présence d'Antoine Bauduel à Nantes pour organiser avec Virage Énergie Climat Pays de la Loire cette petite série de conférences. Donc, merci beaucoup, Antoine, d'être présent ce soir avec nous. On va pas faire de tour de table ni d'écran. Et vu que le temps nous est compté, je vais proposer à Antoine d'enchaîner directement. Bien, alors je vous ai préparé un programme d'une heure sur l'accord de Paris, une bonne heure, et pour ceux qui restent, d'une heure sur les matériaux de la critique de la transition. Euh, c'est extrait de 6 heures que j'ai donné dans une école d'ingénieurs ici à Nantes. Et c'est extrait d'un cours initialement d'une trentaine d'heures à l'école des mines de Douai. Donc évidemment, tout ça va être un peu rapide, mais j'ai vraiment fait une découpe drastique. J'espère qu'elle va tenir dans les temps. Et le format que Valérian avait proposé, c'était une heure avec une demi-heure ensuite. Je vais essayer de rentrer dans le chausse-pied, mais voilà, c'est pas forcément une science exacte, mais je vais tenter le coup. Alors, vous me connaissez, en tout cas par la présentation, j'ai travaillé au premier scénario Virage Énergie à Lille il y a quelques années, et depuis j'ai été beaucoup, enfin j'ai travaillé avec le GIEC, et aussi j'ai surtout créé il y a pas mal d'années le réseau Action Climat, avec donc qui est une machine qui marche bien. Alors, pour le programme, vous avez des exemples et peut-être des digressions parfois sur la gauche. L'essentiel du programme se trouve sur la droite, et vous aurez en fait le grand document qui vous donne le texte, et beaucoup de choses sont transcrites, donc vous les aurez en PDF. Euh, dans la formation, il y a au départ la question du climat, et vous voyez sur la diapo que tout est en jaune, c'est-à-dire que je vais considérer que le climat, vous connaissez ça par cœur. Éventuellement, vous allez réviser et vous irez voir, mais je vais passer directement à la suite, qui est la question de l'impact et des négociations, et puis la question ensuite de la transition énergétique. Où est-ce qu'on en est? Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est ce qui est en bleu. J'ai été assez drastique pour essayer de rentrer dans votre format. Alors, évidemment, c'est dommage, c'est frustrant. Il y a plein de chapitres que j'aurais bien voulu vous raconter, et j'espère qu'à la fin, vous n'aurez pas à me couper la parole. Euh, on va donc commencer. Je vais aller très loin, très très vite. Et ce sont des diapos et des textes que vous pourrez aller réviser, des tests, des choses comme ça. Mais pour l'instant, on est coincé par le temps et aussi par votre capacité d'attention. Alors, euh, le budget carbone mondial, on va prendre deux diapos, voilà, qui vont nous donner euh, un aperçu de l'essentiel de ce que nous dit le GIEC. Donc, les savants du monde entier résument leurs pensées, 5000 pages résumées en 1000 pages, elles-mêmes résumées en 100 pages, elles-mêmes résumées en 30 pages. Dans les 30 pages que les gouvernements ont votées, on sait que les émissions futures vont nous réchauffer plus qu'aujourd'hui. Et surtout, on sait qu'il y a un budget carbone global qui limite notre capacité de stabiliser les climats. Donc la courbe que vous avez là, elle se trouve dans tous les résumés, le résumé technique, le résumé politique, etc. Et ce qu'on a vu en regardant des millions de scénarios, c'est que tous ces scénarios faits par les savants du monde entier, c'est pas McKinsey ou Boston Consulting Group, c'est vraiment le consensus, hein, et tout ça dans des articles à comité de lecture des grands journaux. Alors, l'échelle que vous avez en bas, c'est les émissions de carbone cumulées depuis le début de l'ère industrielle. Et on a donc
une droite lorsque on se projette avec des grandes incertitudes, mais ce qu'on se rend compte, c'est que la température de la Terre, donc l'anomalie de température de la Terre qui se trouve à gauche, va être proportionnelle à la quantité cumulée du carbone. Ça a en fait différentes implications. Ça veut surtout dire qu'il nous reste un budget limité pour stabiliser le climat. On ne peut pas dire ah ben, je divise par deux. Non, c'est 100%. On doit arriver au zéro carbone. Et si on veut être à 1,5, celui qui est en bleu avec 1,9, ça c'est une concentration de carbone dans l'atmosphère. On a une capacité. Alors, oh là là, ça ne marche pas là, mon. Voilà. Si, c'est bon, c'est qu'il y a un petit retard dans la télécommande. Le GIEC nous dit, bah, voilà les budgets qui nous restent dans le siècle qui vient pour arriver à 1,5 degré ou 2 degrés, etc., avec comme implication tout de suite les réserves d'hydrocarbures qui sont à notre gauche. On en parlera un petit peu dans la seconde formation, la question des réserves, mais on a 132 ans de charbon, 51 ans de gaz à la consommation actuelle dans les puits. Donc cette consommation, elle est très supérieure, on le voit à droite, en termes d'émissions associées. Si on brûle tout ça, eh bien, on sera au-dessus des deux traits. Le trait du bas, c'est un 5 degrés, le trait du haut, c'est 2 degrés. Donc on est prisonnier d'une quantité d'hydrocarbures phénoménale. Tout de suite un test, donc les gens de la salle au moins vont répondre. Le budget carbone mondial, on avait dit que ce serait sous forme formation, qui est pour A, qui est pour B, qui est pour C, enfin, c'est un peu un test, deux tests, hein, qui est pour D, je redemande, qui est pour A, qui est pour B, qui est pour C, qui est pour D. Alors, c'est A, mais rassurez-vous, hein, les ingénieurs, ils ont en général un truc genre 2 sur 20 quand ils font le test. Euh, et en fait, l'anomalie de température, c'est ce qu'on mesure. Alors que la température réchauffée, c'est celle dans 2 siècles quand la Terre se sera stabilisée. Donc, c'est pas tout de suite. Aujourd'hui, on voit juste une température et il n'est pas proportionnel au réchauffement stabilisé, ce que je viens de dire. Le gaz fossile, c'est encore trop. Il faut arriver à un zéro dans le milieu du siècle environ. La moitié de la réserve fossile doit être laissée en terre. Non, c'est les deux tiers. On vient de le voir. Alors, je passe tout de suite aux extrêmes climatiques, et ça, je vais aussi passer très vite, mais c'est parlant pour des gens qui s'intéressent aux questions de nature. Le GIEC nous dit, ça va être plus probable et ça va être plus intense, ou les deux. Et à quoi c'est dû? En 2 minutes, je vais vous le raconter parce que c'est un truc que les télés, malheureusement, on a beaucoup de progrès dans les télés, hein. Les télés publiques notamment ont fait un progrès incroyable comparé à il y a 20 ans, mais il reste une explication à faire, notamment pour des événements extrêmes. Là, je prends celui d'une petite ville qui brûle à 50 degrés alors que son record était de 40. On a vu ce genre de choses, sauf que ce serait l'équivalent en climat des Ardennes. C'est pas du tout un endroit tropical et loin. Ils ont une vallée, ils sont près de Vancouver, ils brûlent et la forêt brûle juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un événement extrême. Il existe un rapport du GIEC sur les événements extrêmes et c'est Gauss, en fait. Tout ça, c'est la faute de Gauss qui nous fait des courbes normales dans lesquelles essentiellement, quand on a des grands nombres de mesures, on a une courbe de Gauss, une courbe normale, où presque tout est près de la moyenne. Les deux tiers de mes valeurs sont près de la moyenne et il y a qu'un petit reste. Le problème, c'est que je vais avoir des événements extrêmes. Là, par exemple, c'est l'événement centenal qui me permet de calculer un toit ou un pont. Je vais avoir, c'est quelque chose qui n'est pas très probable, qui arrive tous les 100 ans, et plutôt qui arrive avec une chance sur 100. Et si je réchauffe, je vais avoir un petit décalage. Vous voyez cette flèche en jaune au milieu.
Et ce décalage va me créer une augmentation très forte de ma surface jaune qu'on voit en bas et l'apparition de surface rouge. C'est des événements extrêmes qu'on ne connaissait pas. Alors, pour revenir à un graphe du GIEC, en fait, le changement climatique va faire à la fois un décalage et va aussi changer la variance, la variable de ce tas. Donc, par exemple, pour une canicule donc, la probabilité va se trouver à droite. On va avoir une zone jaune qui va augmenter très fort par rapport à ma zone initiale qui est sous le petit pointillé. Et je vais avoir d'un seul coup des très grands événements. Donc je vais aller assez vite, mais le sixième rapport du GIEC nous donne une idée que les canicules seront bien plus fréquentes, etc. Et on ne parle pas de plus 10 degrés, etc. On parle du 1 degré en plus qui nous crée ces plus 10, plus 20 dans certains cas. Et avec les anomalies sur les pluies et les sécheresses qui vont être déterminantes pour l'agriculture, les forêts, etc. Et on a des chiffres, alors des chiffres avant le changement climatique, actuels et futurs. Et si on s'en va dans les zones très chaudes, c'est pas du tout juste 4 degrés qui représenteraient Nantes est à Valence ou Nantes est à Barcelone, ce qui serait déjà beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup plus en termes d'événements extrêmes. Alors, les feux sont plus puissants, ça c'est ce qu'on mesure actuellement. On a aussi des vapeurs d'eau qui ont beaucoup plus d'énergie, puisqu'il y a non seulement une courbe de Gauss qui bouge, mais aussi une courbe de la vapeur d'eau qui est pas linéaire. Plus j'ai une température élevée, plus je vais pouvoir mettre d'eau et d'énergie dans l'air. Et donc, bon, je vais passer vite, mais pour dire que la question des événements extrêmes, on est en train de la vivre. Et c'est pas le GIEC qui s'est trompé, qui a mis 5 degrés pas assez, etc. C'est vrai, on est vraiment dans le calcul du GIEC. Donc, je passe rapidement. On sait que les chaleurs dangereuses, bah, c'est un problème de droit du travail et de plein de choses. On s'est même un peu trompé. Cette courbe-là à droite, en fait, elle est fausse. On sait maintenant que c'est plus dangereux que ça. Et si je m'en vais en haut de la courbe, je suis très humide et je ne sais pas me rafraîchir. Donc, je vais avoir un problème si je suis à Delhi, par exemple, même avec un climatiseur. Alors, celle-là, elle est plus intéressante pour nous parce que DRIAS, c'est les projections officielles en France. Vous avez une projection, par exemple, pour la région, qui nous permet de nous caler sur un même, euh, un même ensemble d'impacts. Celui-là, il est un peu effrayant. J'avais fait un rapport avec Jean Jouzel au Conseil économique social il y a quelques années où on avait dit, attention, c'est un avant-goût, les choses vont vraiment mal se passer après 2050. Je serai peut-être pas là, mais c'est vraiment, on est en train peut-être aussi de s'enfermer sur un réchauffement qui n'est pas forcément celui qu'on aura. Et là, vous avez le nombre de canicules, plutôt la durée en jours et l'intensité des canicules. Donc, vous voyez, ces trucs un peu effrayants. Et ça, c'est Météo France, c'est leur gros modèle qui a sorti ça. Alors, je ne vais pas faire la submersion, les options, les risques, les vulnérabilités, hein. Centrale nucléaire qui est au milieu d'une inondation, là, c'est au Nebraska. Les questions d'adaptation. Et vous m'avez entendu, une sécheresse centenale, c'est une qui a une probabilité de 0,01. Bien sûr, on ne va pas mesurer au temps des Romains combien de fois l'inondation dépassait la hauteur de mon pont. On va faire on va prendre juste une probabilité. Alors, je vais tout de suite à la question du dangereux. Là aussi, je vais passer rapidement. On s'est posé la question pendant 10 ans après Rio, et je vais revenir à Rio. Rio dit, nous ne devons pas dépasser une augmentation de température dangereuse pour la nature, pour l'agriculture et pour les sociétés humaines. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas dit les 2 degrés. Donc, on a mis 10 ans avant de se dire, bah, donc c'est au moment de la conférence de Copenhague qu'on va voir. Et il y a eu des débats extrêmement intéressants. Beaucoup d'économistes sont intervenus au début avec des débats, Nordos versus l'équipe MIT, des choses comme ça. Et on a donc des questions d'abord de rapport de cause de prix, combien ça me coûte, combien ça me rapporte avec un exemple alors là, c'est les analogies vues par Houlgat. Vous avez l'INRA nous dit, c'est environ, en termes de température,
180 km par degré. Donc, si vous faites un plus 2 degrés terrestre, vous allez avoir du plus 3 degrés ici et plus 4 ou comme ça à Strasbourg. Vous allez vous déplacer de Strasbourg à 4 fois 180 km. Donc, vous êtes en gros sur la Méditerranée à la fin du siècle. Et évidemment, si vous êtes déjà près du désert, bah, c'est un problème, c'est qu'on ne trouve pas d'analogue. Alors, ça, c'est les températures. Donc, c'est important pour une partie de la nature. Tout ce qui est humidité, c'est un peu différent. Vous avez les questions d'humidité ne sont pas encore aussi précises et surtout, ça, c'est pas aussi général. Si vous êtes à Nantes, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire chaud, mais il y aura moins de soleil. Vous aurez plus de nuages et plus de nébulosité, plus de brouillard, tout ça. Et par contre, le soleil sera absolument le même, mais vous aurez des humidités qui seront très différentes, ou au contraire, des moments de sécheresse forte, puisque la température sera trop élevée et va faire une... Mais comme vous êtes sur la mer, vous risquez quand même d'avoir plus de nuages. Alors, les impacts, là aussi, je vais aller très vite parce que voilà, le temps m'est compté. L'exemple classique, c'est l'impact sur le café en Ouganda. Donc, c'est pas la mer, hein. Les étendues d'eau, c'est des lacs. Tout ça, c'est des hauts plateaux. On a juste le climat pour faire du café. Si j'ajoute 2 degrés, il me reste ça. Donc mais par contre, les libéraux, enfin les économistes vont nous dire, bah, de toute façon, c'est une culture coloniale et commerciale. Elle était déjà partie au Vietnam depuis longtemps, donc on n'a pas ça change pas grand-chose. Le monde change déjà très vite. Là où ça devient un problème, donc là, à la limite, il faut donner des graines et des agronomes. L'adaptation peut très bien se faire, en tout cas pas plus ni moins que l'adaptation économique actuelle. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand vous êtes sur une ligne de moustiques, typiquement à Madagascar, votre ville va devenir un paludé. Vous étiez au-dessus d'une certaine altitude, le moustique va monter avec vos 2 degrés ou vos 4 degrés, et donc vous aurez le moustique de la malaria qui arrive chez vous. Et d'autres gens, Bill Gates va vous dire, ah bah oui, mais on va faire un vaccin sur la malaria, ce qui est vraiment en train de se faire, mais il y a quand même d'autres nuisances. Alors, la vigne, je ne vais pas trop insister parce que c'est l'un des endroits où on discute le plus. Vous aurez des grands auteurs, donc Nordos, conseiller de George Bush. On ne parle pas de sceptiques du climat, on parle de gens qui réfléchissent. Nordos nous dit non, il faut protéger la richesse, il faut protéger le PIB, alors que Meadows nous dit bah, il faut se préparer aux limites de la planète. Et donc, je vous donne tout ça et puis vous le retrouverez. Stern, qui était le banquier anglais, nous dit, c'est un moment important, nous dit, ça nous coûte 1%, plutôt 2% dans le deuxième rapport de notre PIB, mais les dommages seront extrêmement importants en face si on les évite. Et Stern nous dit aussi, les économistes ne peuvent pas vraiment calculer ça, puisque les économistes n'ont pas à dire, il y a un exemple où il dit, supposons que je sache qu'il y a une météorite qui détruit la planète, dans 20 ans, en tant que banquier central, quel est le taux de la banque que je dois garder? Et il se pose la question, le taux, puis à la fin il dit, bah non, c'est une question politique, c'est une question humaine, c'est pas les économistes qui ont la réponse à ça. Et donc, vous avez un réchauffement presque optimal qui est proposé par Nordos. Il nous dit, bah, tout compte fait, 3 degrés, ça va, parce qu'on sera plus riche, on va pas interférer avec l'économie. D'autres économistes nous disent, bah, non, il y a des irréversibilités dans l'économie. Une fois que mon aéroport est construit, typiquement ici, bah, je ne vais pas le déconstruire et j'ai des gens qui prendront l'avion et ça va être compliqué de leur dire, maintenant, vous arrêtez l'avion. Donc vous aurez il y a plein d'exemples. Alors ce graphe, il est intéressant parce que c'était au départ l'estimation qu'on en avait, c'est que vous avez un coût de l'action, c'est les 2 traits bleus. Alors, il ne faut pas vous effrayer, hein, si vous êtes décroissant, ça c'est le siècle qui vient, vu de façon normalisée par les économistes qui nous disent pas il y aura de la croissance pendant 100 ans et on sera 5 fois plus riche. Ils nous disent toutes choses égales par ailleurs, voilà comment ça se passerait. Donc, c'est pas, c'est vraiment un exemple. Alors, là où c'est intéressant,
le PIB avec le coût réel des dommages a commencé à être estimé, mais on a commencé à faire d'autres publications, plus récentes maintenant, ça c'est dans Nature, qui dit en fait, le coût de l'action est aussi très limité et ce qui va se passer en plus, c'est qu'il est rentable. Au bout d'un moment, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui nous amène du côté économique et pas seulement des dommages. Par contre, les publications nous disent les dommages, on y est déjà. On a déjà des dommages. Et par rapport à Copenhague ou etc., le GIEC, mais aussi beaucoup de publications, commencent à nous dire non, 2030, on est déjà dans un monde qui aurait été beaucoup plus riche si on avait, du point de vue du PIB, hein, si on n'avait pas le climat. Et si on laisse pisser, on a du 50% à l'horizon du siècle. C'est-à-dire l'équivalent de la guerre permanente en Ukraine ou c'est un État, ce serait à peu près ce genre de choses. Et si c'est une croissance de 3%, je vous dis, elle est parfaitement théorique. Si vous êtes décroissant et que vous dites en fait ce sera 1%, bah, l'impact va être beaucoup plus fort puisque vous aurez les mêmes quantités sur un total moindre. Donc vous aurez au final, on est beaucoup, beaucoup moins riche. Donc je poursuis. Vous avez les politistes qui s'intéressent plutôt à la question du chaos climatique, donc le nombre de gens qui n'auront pas la pluie, qui auront des maladies, etc. Et l'exemple du delta du Nil, qui est un grand classique, vous avez du 16 millions de personnes, du 6 millions, pardon, mais c'est une autre, qui sont pas, comment dire, qui sont aujourd'hui des paysans pauvres, où est-ce qu'ils vont aller, etc. Évidemment, ils vont pas aller à Gaza et ils vont pas aller en Libye. Alors, vous aurez les seuils climatiques, ça c'est vraiment le dernier rapport du GIEC, le 6, dans lequel je vais me référer, qui est bourré de choses intéressantes, hein, avec les océans, avec les milieux naturels, etc. Mais on comprend qu'il y a un moment donné où l'adaptation, on ne peut pas, on a des seuils. Ce seuil, en fait, va être assez différent selon l'organisation où on est. Vous êtes déjà une oasis, vous êtes déjà une organisation humaine incroyable pour être face à une nature qui est déjà très compliquée. Mais il y a une limite. Donc on va avoir un moment où un certain nombre de pays vont sortir de leur euh, comment dire, ce sera des États faillis. On a Haïti actuellement. Alors l'exemple de la Somalie, c'est la dernière fois que l'ONU a dit on ne peut pas laisser ça, on va envoyer des soldats. Maintenant, on laisse faire. On a plusieurs États maintenant qui sont à peu près dans cet état-là. Et on a donc des réactions coût-bénéfice de plus en plus. Mais on a aussi, dans la négociation climat, le principe que les dommages seront pris en charge, ou en tout cas pris en compte par la communauté internationale. Une fois que votre île disparaît, l'ONU a dit on vous doit quelque chose. On n'a pas encore complètement dit quoi, mais le principe a été adopté par la Convention, ce qui est un point important de droit. Et vous avez déjà des pays, Australie, Nouvelle-Zélande, qui ont fait des deals avec les îles pour leur donner un bout de terrain, un passeport, etc., moyennant une partie des droits de pêche qui étaient déjà là dans la zone des îles. Alors, pour poursuivre assez vite, là où c'est assez nouveau, les physiciens, ça fait longtemps hein, qu'ils sont un peu effrayants. Hansen, il y a 40 ans, il vient à la télé, il pleure, il fait des trucs, c'est lui qui convainc les Américains. Mais entre-temps, on se rend compte qu'il y a des rétroactions positives, des facteurs qui ne vont pas se corriger d'eux-mêmes. Et on a donc cette notion de bascule qui est un système où on se dit, ben voilà les crises, et le GIEC s'est donné les moyens de faire un classement des crises et de dire, voilà ce qui risque d'arriver en premier aux différentes températures. Et ça va faire partie des choses que l'IPB, le grand groupe sur la biodiversité n'a pas encore su faire, n'a pas su hiérarchiser les crises. Ça fait partie des choses qui manquent encore dans l'IPBES. Alors, ces bascules, là, je passe maintenant vite. On a une nouveauté quand même, c'est que le rapport 5, qui en gros est au moment de l'accord de Paris, a été remplacé par le rapport 6, qui nous dit c'est bien pire. Le 2 degrés, il est quand même plus dangereux que ce qu'on pensait. Donc, on a, par rapport à Paris, ça, c'est des raisons d'être plutôt inquiet et avec
des calculs, enfin, il y a beaucoup de choses sur les différentes régions, etc. Et puis, c'est un risque, hein, c'est pas une certitude, mais quand c'est en rouge foncé, on est à peu près, on peut penser que ce sera passé. Et encore une fois, c'est vraiment des choses qui ont été faites collectivement par les différentes communautés de scientifiques, alors que l'IPBES n'a pas forcément un consensus suffisant pour aller dans des trucs comme ça. On en est peut-être encore un peu à ma crise est plus grosse que la tienne. Donc c'est un peu le problème qu'on va voir, hein, pour la biodiversité. Alors voilà, je vois que je suis même pas dans mes temps, mais ça fait rien. On va y arriver. Euh, Peut-être des questions? Alors, je poursuis. On arrive aux négociations. Là, c'est vraiment le point de départ. Euh, on a donc plein de crises. Et avec cette difficulté d'avoir des crises différentes, la crise des retraites, la crise des plastiques, qui a à la fois un côté physique, déchets, mais aussi un côté contamination chimique, vous aurez toutes sortes de crises qu'on vit, et vous avez un petit peu cette espèce de concurrence des crises avec les transitions en face, et de temps en temps, bon, il y a quand même des crises qu'on résout. Alors, ça me permet d'introduire la Convention de Rio, qui est vraiment le point de départ de tout ça. 92, on a beaucoup des concepts qui viennent à ce moment-là se mettre, et on a trois conventions qui sont d'ailleurs signées avant, hein. Les gens étaient d'accord avant, et à Rio, on les signe, on les ratifie. Les Américains ratifient la Convention climat, 2 tiers du Sénat, mais ils ne ratifient pas la Convention biodiversité pour des raisons, ils ont des histoires de responsabilité, de plein de raisons. Par contre, ils nous disent, ils font une lettre, on va faire comme si. On va faire comme si on avait ratifié, c'est parce qu'on n'a pas su convaincre le Sénat. Et on a une troisième convention, c'est la désertification. Alors, je vais revenir là-dessus, parce qu'il y a souvent une espèce de... par exemple, Saint-Denis a fait un bouquin pour dire l'arbre qui cache le climat, en fait, il y avait une crise plus importante, on l'a un peu oublié. Enfin, il y a une concurrence entre ces deux sujets, et les deux conventions, pourquoi l'une est grosse et un gros succès, pourquoi l'autre est quand même un petit peu famélique. Et la convention désertification, c'est carrément... c'est important, c'est intéressant, mais c'est pas là que les choses se décident dans le monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais revenir après. L'IPBES a lancé un groupe qui ressemble un peu au GIEC. Alors, le président était un des présidents du GIEC pendant longtemps, Watson. Et qu'est-ce qui va se passer comme faiblesse? D'abord, ça a commencé en 2010. Le GIEC, c'est vraiment un truc qui s'est cherché puis trouvé dans le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, qui se répondent en plus, qui lancent des recherches entre les deux. Vous donnez un exemple type, dans le GIEC 5, qui est pourtant il n'y a pas si longtemps, le GIEC nous dit la question d'économie circulaire et de recyclage poussé au-delà du recyclage industriel. Je n'ai pas trouvé de publication scientifique du niveau qu'on recherche sur ces sujets-là. Nous n'en parlerons pas. Fin du paragraphe. Point. Alors que dans le chapitre 5 du GIEC 6, qui est le grand chapitre, là où Virage Énergie est cité, ainsi que le négawatt, c'est quand même la gloire, hein. Le chapitre 5, allez voir le tableau où c'est le travail de nos associations qui est dans le GIEC, hein. Et comment dire, la moitié ou le tiers du chapitre, c'est l'économie circulaire, avec des papiers où les mecs se sont forcés à aller dans les grandes revues faire des articles à comité de lecture. Alors, l'IPBES, bah, on n'en est pas là. Et comme je vous disais, le DIAC, c'est énorme, c'est formidable, c'est complet, on a tout. Limite, on va se pendre à la fin. Mais par contre, les pistes, et surtout des pistes que des États vont reprendre et pour lesquelles ils vont être convaincus, bah, c'est un problème. Alors, j'avais fait un paragraphe là-dessus. Par exemple, un des vrais problèmes, c'est la question des indicateurs. Dont on parlait avec Bougrain-Dubourg beaucoup quand on était au CESE, c'est que si vous n'avez pas 2 indicateurs et pas 30, bah, vous n'allez jamais gagner face à un gouvernement. Et pour ça, bah, on choisit, et par exemple, on avait choisi au départ, les naturalistes nous avaient plutôt dit dans le climat, choisissez la vitesse du changement. En fait, on a choisi quand même la température, qui était un des indicateurs, mais on a choisi celui-là.
Et de même, la question du carbone, vous avez d'autres phénomènes, vous avez l'albédo, vous avez d'autres phénomènes. On a dit c'est le carbone équivalent. Et c'est pas forcément par une décision formelle, mais c'est un entonnoir collectif qui fait que pour parler à des gouvernements, bah, on leur parle avec un ou deux. On ne va pas avoir une matrice avec les 30 gaz, plutôt, il y en a plutôt des milliers, à effet de serre. On fait un équivalent et on sait qu'il est imparfait. Alors, donc sur cette convention biodiversité, euh, un point très important qu'on va voir, c'est la question du développement économique. C'est que si vous relisez la convention, alors c'est une convention cadre, donc il n'y a pas forcément tout dedans, mais c'est d'abord, alors on va protéger les populations indigènes, on va avoir les questions de droit de propriété qu'on va retrouver dans les protocoles de la convention biodiversité, mais il n'y a pas l'idée qu'on va sauver l'économie du monde. Et notamment parce que, alors d'abord, elle n'est pas ratifiée par quelques pays. Alors je ne l'ai pas mis, non, j'ai oublié de le mettre. C'est qu'en fait, euh, comment dire, la Convention biodiversité, en fait, elle n'est pas universelle. Vous avez euh, en gros 20% des pays du monde qui représentent des hotspots. Alors on va discuter parce que parfois c'est parce que les savants ont été plutôt à un endroit qu'à un autre. Il y a des hotspots qui ne sont pas forcément... mais on a une très grande proportion du monde qui n'a pas de biodiversité. Et donc, la biodiversité, elle était en Corse, à la glaciation, puis après, elle est venue chez nous. Mais si vous coupez la moitié de la forêt de Suède, vous n'allez rien changer à la biodiversité du monde. Vous pouvez la couper demain matin. Et donc, parce qu'il y a très peu de la diversité au sens biologique, elle n'est pas très, très importante. Donc, la Suède, bah, ils vont être intéressés parce que c'est un peu des écolos pour certains, mais c'est pas aussi important que la Guadeloupe ou le Costa Rica. Donc, vous aurez cette question d'universalité qui est posée alors que le climat, bah, tout le monde est concerné. Et en plus, le climat, on va voir que la Convention nous dit, donc on a une convention qui est un cadre, au début c'est une table des invitations, c'est vraiment le truc avec un cadre mental qui est, je veux éradiquer la pauvreté. Un humain envoie un autre. Donc c'est vraiment le côté, je veux sauvegarder la planète en empêchant alors, croissance économique durable, évidemment, ça a été un peu déconstruit depuis, hein, mais le concept est d'emblée dans la Convention cadre. Et il faut donc penser le développement social et économique. On dit toujours les écolos font pas vraiment ça. Ben, la discussion sur la Convention climat va être vraiment là-dessus. Vous ne pouvez pas demander à des pays pauvres de dépenser tout leur argent pour sauver le climat pour nous. Alors, l'objectif ultime, c'est pareil. Vous aurez donc dans la CNUC de son petit nom l'idée qu'il faut adapter les systèmes naturellement, la production alimentaire et le développement économique de façon durable. Et ce point-là, qui est dans un peu aussi l'esprit à Rio, il y a plein d'autres textes, déclarations, mais ça, c'est la convention autour duquel on se réunit. Alors, chronologie, je ne vais pas trop insister. Je vais prendre une date à Copenhague. Alors, c'est la phase, ça c'est moi, hein, au milieu dans cette convention où les ONG ont été virées. Alors, on commençait à être assez nombreux, hein, les ONG, mais pas tant que ça. Simplement, on s'est retrouvé devant une espèce de chaos général. Merkel pleurait, etc. Enfin, c'était quand même, c'était pas rien. Et les Chinois, les Indiens étaient en même temps une espèce de cruauté bizarre, mais en même temps, on a commencé à se rendre compte enfin, ils ont commencé à voir que c'était eux aussi qui allaient subir et qu'ils en étaient aussi responsables. La Chine était à ce moment-là une part importante des émissions. Et ce qui s'est passé à Copenhague, en fait, c'est que ce 2 degrés qui a été un peu une discussion longue, c'est un consensus. On le met, on le marque. On ne doit surtout pas dépasser 2 degrés. Tout le monde commence à être d'accord, même si on a vu en fait, c'est encore pire que ce qu'on croyait. Vous avez un principe d'engagement vérifiable par tous, un engagement financier, un rapport de force où la Chine et l'Inde disent OK, on va participer à la prochaine, au prochain système, et un protocole de Kyoto dans lequel les ONG ont énormément investi. On a mis beaucoup de temps de notre vie, mais on fallait se rendre à l'évidence, ça ne marchait pas. Et on arrive à l'accord de Paris.
Alors, la phrase est importante et peu de gens l'ont retenue, puisqu'on nous parle régulièrement du «Ah oui, on ne sait pas faire les 1,5, donc c'est échoué». Non, on a un objectif de 1,5 et on a un engagement de 2 degrés. On a un engagement d'être nettement en dessous de 2 degrés et on a un objectif qui a d'ailleurs été exigé par les îles menacées, qui sont très nombreuses à l'ONU, même si c'est une toute petite part de la population mondiale. Et donc, c'est vraiment le moment important. Les États insulaires ont aussi obtenu que le GIEC fasse un rapport spécial sur le 1,5 degré, qui a été extrêmement important politiquement. Les savants ne voulaient pas. Mais depuis, en fait, ce qu'on a eu de façon tout à fait importante, c'est que on s'est rendu compte que chaque dixième de degré, en particulier sur les questions naturelles, avait un impact considérable. Donc 1,5, c'est déjà grave, mais si je fais un 6, un 7, etc. Donc on a une espèce de motivation pour être non pas à 2 degrés, mais très en dessous de 2 degrés. Même si le 2 degrés, depuis, on sait que par exemple les questions de calotte glaciaire, etc., commencent à être des choses beaucoup plus lourdes et sérieuses, même si on... Donc en tout cas, j'ai fini sur le fait que tout ça est très important. Donc on va à Paris depuis l'accord de Kyoto, il reste encore des bouts, mais on y est. Et sur les fondamentaux, Kyoto est un accord contraignant et l'accord de Paris est un accord volontaire. Enfin, c'est scandaleux, on va entendre plein de choses, sauf que dans l'accord de Paris, les obligations, elles sont pour tous les pays. Dans Kyoto, c'est seulement les pays riches, les pays industriels, et non seulement c'est que les pays industriels, mais c'est les pays industriels en 1992, parce qu'on n'avait pas prévu qu'il y allait y avoir à mettre à jour la liste des pays. Donc la Corée, l'Arabie saoudite, la Chine, tout ça, c'est des pays pauvres pour la Convention. C'est l'annexe B, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'accord de Paris dit oui, les pauvres et les riches vont faire des choses et on va avoir ce qui s'appelle des communications nationales, NDC, qu'on va récupérer tous les 5 ans. L'Europe n'a pas su, la semaine dernière, se mettre d'accord sur la sienne à cause de notre ami Macron. Et ça fait partie de ces choses qui devraient nous mettre un peu en colère. Alors, le NDC, quand même, pour l'anecdote, même si ce problème du temps de cette conférence, c'est important que si ça s'appelle Nationally Determined Contributions, c'est pour être sûr que la Chine et l'Inde acceptent. Sinon, l'Inde nous traitait de colonialistes et sortait de la salle. Et donc le principe que c'est chacun qui détermine son propre choix, et, mais on organise la transparence et on organise le progrès de 5 ans en 5 ans. Et ça, c'est vraiment le génie de, des auteurs de ce texte. C'est que on fait un petit peu semblant. Tout ça est très diplomatique. C'est comme si, vous savez, on fait un accord avec sa chérie ou sa femme et on décide qui va faire la vaisselle, qui va faire la lessive, etc. Et moi, je dis, je vais faire la vaisselle 2 fois par mois et c'est moi qui décide et je l'écris sur un petit bout de papier sans me concerter avec les autres. Nationally determined. Je le fais dans mon coin, je suis souverain. Mais à la fin, c'est quand même un jeu où il faut collectivement se mettre d'accord. Et le climat, pour ceux qui sont gamers, c'est typiquement un jeu coopératif. Il faut que tout le monde participe pour pouvoir gagner. C'est pas l'adaptation, c'est une autre affaire. Faites pas la confusion. L'adaptation, c'est un jeu perso, avec un petit peu de solidarité locale, l'amont, l'aval d'une rivière, la plage d'à côté, pas plus. Si je suis pas con, j'ai pas besoin d'un traité pour faire de l'adaptation. C'est moi, c'est mon organisation. Alors que donc un jeu très différent, sauf pour les vraiment pauvres. L'adaptation, c'est le traité des climats, c'est pour ceux qui sont pauvres. Sinon, bah, si je suis bête, tant pis, je ne m'adapte pas. Darwin, hein, c'est comme c'est le principe. Alors, l'accord de Paris, donc vous avez extrêmement peu de contraintes, mais en réalité, il y a tout un faisceau. Par exemple, le GIEC, vous avez les rapports du GIEC, la synthèse, le rapport science, le rapport mitigation, donc les solutions, et le rapport impact. Et puis, vous avez un rapport sur les guidelines.
qui est un énorme truc, qui a encore été mis à jour, où vous avez comment vous comptez. Tout est vraiment raconté. Il y a un fonctionnaire en France qui doit cocher la case, combien de lamas, combien de chameaux, combien de chèvres il y a dans votre pays. Et il y a des règles pour faire ce chiffre, si on pousse le truc après ça. Donc, formellement, je ne suis même pas obligé de faire le système métrique pour faire mon NDC. En réalité, tout le monde suit ce que le GIEC nous dit, notamment comment je compte mes forêts. Typiquement, nous, on est dans le scope 3 des forêts, on est capable de compter, mais les deux tiers des pays du monde, c'est le scope 1. Je sais même, j'ai juste un tableau avec trois paramètres. J'ai de la terre rouge, j'ai de la terre, je suis tropical, je suis boréal, et puis et après ça, c'est juste la surface qui est donnée, et puis j'ai décrit ma forêt. Maintenant, on essaie de faire un peu mieux. Autre chose qui est peu connue, parce que les gens on croit souvent qu'on le sait, euh, il y a en fait un crantage. Le protocole de Kyoto, c'était vraiment l'unanimité de l'Assemblée générale pour changer l'objectif. Donc on fait un objectif provisoire, mais on n'avavait pas mis, tellement c'est quand même très compliqué hein, à 200 pays. Et donc l'accord de Paris, on a le stock take, c'est-à-dire que le GIEC nous dit, et aussi le reste des ONG, des labos, etc., aujourd'hui, c'est insuffisant. Faites-nous une nouvelle proposition dans la suite, puisque le but, c'est de tenir un siècle hein, comme ça, c'est d'aller jusqu'au bout du problème. Et donc, vous avez des annonces dans ce cadre où les gens disent, OK, je vois que c'est insuffisant, et vont dire, la Chine, même l'Inde a dit, on va devenir neutre en carbone en 2070. Hein, c'est quand même énorme. Et donc vous aurez après ça tout un système de vérification et de transparence qui n'est pas parfait, hein, même loin d'être parfait, mais qui est beaucoup plus avancé que ce qu'on avait, puisque la souveraineté a reculé un petit peu. Un petit test, l'accord de Paris, je vous propose quatre segments de phrases. Lequel est vrai? Lesquels sont vrais ou lesquels, je ne sais pas, comme vous voulez. Le A, le B, le C, le D. Le A, le B, le C, le D. Alors, il y a un mot qui a zappé. Évidemment, c'est pas sous les 1,5 degré. On sait déjà que 1,5 degré, ça va être déjà compliqué. De même, l'élévation moyenne continentale, non, c'est la moyenne complète hein, du globe. Et de même, on n'est pas par rapport à l'année 90, on est par rapport au niveau pré-industriel. Alors, où en est-on aujourd'hui? Je vais un petit peu. Là, on est plus toujours sur le climat. On ira voir plus sur la question de la transition, si le temps me permet. Alors, l'accord de Paris, je vais vous le comparer au Téléthon. On a un accord volontaire et le Téléthon, comme d'ailleurs le vote, du point de vue sociologique, c'est assez mystérieux parce qu'en fait, les gens qui s'engagent obéissent à leurs engagements. C'est vraiment, je dis un SMS, je vais mettre 20 euros au Téléthon ou aussi d'action, etc. Et les gens tiennent parole. En tout cas, très, très majoritairement. J'ai pas de plaisantins, ça existe, mais en très petit nombre. Donc, je vais avoir en fait un, un système où mes pledges, mes engagements sont plutôt pris au sérieux. Alors après, on va voir qu'il y a un problème d'application parfois, etc. Et on va avoir aussi une forme qui est un format qu'on va retrouver dans beaucoup de documents récemment. Je vais avoir le current policies, c'est ce que je fais aujourd'hui où j'en suis. Je vais avoir les pledges and targets, c'est-à-dire quels sont mes engagements à l'ONU ou légaux. Typiquement, l'Europe dit en 2035, on arrête le moteur thermique. Ça, c'est une grosse mesure. Et ensuite,
le moyen d'arriver à 2 degrés, où c'est les modélisateurs, les différents experts qui vont dire, voilà la liste de ce qu'il faudrait encore faire. Donc ça va être une troisième, c'est ce triptyque-là qui nous permet de comprendre où on en est et de faire la somme des pays, où on est collectivement. Et on est aujourd'hui à voilà, 1,2, en ayant en plus des variations, peut-être même des excédents ces dernières années. On est plutôt plus haut que la fourchette. Alors, où en est-on? Une autre façon de le montrer, c'est Ozfaser, c'est les Norvégiens, un peu l'équipe A des modélisateurs. En fait, ce qu'ils ont montré, c'est que 4 degrés, 5 degrés, donc croyez pas Jean Covici quand il vous dit en fait c'est 4 degrés et tout ça. Non, on sait déjà qu'on est entre 2 et 3 degrés et je vais vous le montrer. C'est-à-dire que pour faire 5 degrés, il faudrait mettre du charbon partout. Il faudrait aussi 1,3 milliard de Chinois. Il faudrait des voitures américaines ici. On arrête la LED, on met des ampoules. Ça, même le petit Jordan, il ne va pas nous demander de retirer les LED et de mettre des vieilles ampoules. Donc, et des voitures américaines. Donc, on est dans un système où c'est vraiment, ça n'existe pas. Ça s'appelait dans le temps business as usual parce qu'on prolongeait la courbe. Mais en fait, on s'en est trop servi comme étant une espèce de ah mais il faut doubler la quantité d'énergie. En fait, c'était une erreur et la structure de réflexion, c'est plutôt maintenant les politiques existantes des politiques engagées. Donc, vous voyez, ça, c'est les deux flèches qu'on voit en rouge et en vert, en jaune. Et entre les deux, ben, on a vous actionnez les projets le présent, vous voulez changer le futur. Donc, vous aurez une courbe qui va plus ou moins baisser avec une. Oui, je répondrai à la question. En fait, là, un 5, vous voyez, elle est en bas. Et là, on arrive même à du négatif plus vite, hein, on va arriver, et vous avez donc une politique qui est très difficile. Par contre, le GIEC nous dit elle est tout à fait possible encore. Mais elle est possible techniquement et financièrement, on a les sous, sauf que c'est politiquement compliqué parce qu'on perd de l'argent. C'est un truc où on casse des choses beaucoup plus et on doit racheter du neuf, etc. En plus, on a aussi un problème de temps qui se pose pour un certain nombre de biens. On n'a pas forcément le temps de les créer. Donc, vous voyez, le 2 degrés va se trouver quelque part en tordant la courbe bleue au-dessus. Et on a donc un système. En haut, c'est relativement peu probable. Et il faut savoir que c'est souvent le greenwashing se trouve plutôt en haut, paradoxalement. Si je suis par exemple gazier, je vais dire regardez tout ce que j'ai fait pour vous, j'ai baissé de 20% la chaudière, ou j'ai remplacé même du gaz, du charbon par du gaz. Bah, dans un système où il n'y a plus de charbon, remplacé par du gaz, ce qui se passe en Europe, bah, c'est pas très sérieux. Donc vous avez, or le charbon est en train de disparaître en Europe, hein. Donc vous avez, on a baissé par 3 en fait. Donc ce principe, c'est que c'est un peu complice du greenwashing. C'est pas forcément un réveil, dépêchons-nous. Parfois, on veut dramatiser. En fait, non, c'est pas forcément bien. Et donc, la question posée, c'est est-ce qu'il y a des ajustements? Avec les renoncements de Trump, par exemple, vous pensez J'y viens, j'y viens. Euh, Évidemment, il y aura des. Alors, le principe ici, c'est que il faut que je surveille mon heure, hein. Ouais, oh là là. Bon, on a commencé en retard. Allez. Euh, le, le, le principe, en fait, c'est que ces choses-là, c'est pas l'ONU qui peut les faire. L'accord de Paris, ce qui est intelligent dans l'accord de Paris, c'est que l'ONU peut jamais. Il ne pouvait pas dire à Kyoto, vous n'avez pas respecté, donc on vous met à l'amende. Au moins dans le protocole de Montréal, il y a une commission consultant et une commission flic qui ne sont pas l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a un système où on va aller vérifier, on va dire on va vous aider. Puis en deuxième lieu, il y a des gens qui viennent dire bah non, vous êtes en breach, vous n'êtes pas en train de respecter l'accord. Et après, on n'en est pas encore à envoyer les soldats de l'ONU, mais on a un système qui va réagir, qui va mordre. Alors que l'ONU, c'est pas dire, de même pour les plans climat, c'est pas l'Association des maires de France qui va dire voilà les 20 meilleurs plans climat de France. Parce que c'est tous leurs adhérents. On va pas scoltiner tous les adhérents en faisant le classement des meilleurs consultants et des meilleures villes. Donc ça, c'est le boulot de l'OCDE.
WRI, des ONG comme WRI, donc les grands labos, SEI, Stockholm Environmental Research, les Français IDRI, etc. Donc c'est vraiment, l'ONU utilise cette force-là pour dire, voilà les gens, et voilà notamment la liste de ce qui manque. Donc, ce principe-là, ce qui est intéressant par rapport à tout ce truc-là, le fait qu'on ne va pas aller à 4 ou à 5 degrés, c'est une partie de la consolation. L'accord de Paris nous permet d'être sûr qu'on est en gros entre 2 et 2,5 dans les années qui viennent. Alors, l'ONU, plutôt pas l'ONU, le GIEC, a fait dans son rapport 6 un gros encadré sur cette question. Est-ce que tout ça est crédible? Est-ce qu'on doit laisser tomber les scénarios les plus hauts? Et l'ONU nous dit, oui, c'est probable, effectivement, notamment à cause des énergies renouvelables et des équipements performants, on a en gros fait la moitié du chemin. C'est la partie optimiste de cette histoire. C'est que vous avez vraiment un système énergétique qui est en train de se transformer, mais pas que en Norvège. Le Pakistan, vous avez le solaire qui se met partout parce que c'est le truc qui s'impose maintenant. Et dans les pays où il n'y a pas de pétrole, c'est un peu. Et donc vous aurez en fait, ça c'est l'aspect un peu positif, mais le GIEC dit dans son encadré, OK, mais c'est quand même des modèles où il nous reste des incertitudes. Et on a aussi peut-être des rétroactions sur lesquelles on n'est pas non plus complètement sûr des réactions du système terrestre. Donc d'ici 100 ans, il peut se passer des choses. Donc je poursuis sur le fait que vous avez des effets d'annonce qui, notamment Japon, Afrique du Sud, Chine, etc., qui donnent des détails dans leurs engagements. Ça vaut ce que ça vaut. Ceux-là sont plutôt des pays crédibles, mais par exemple, la Chine ne donne pas grand-chose sur l'année 2030, mais on sait déjà qu'ils ont dépassé leurs objectifs de 2030. Donc c'est quand même d'autres pays, c'est moins évident. Plus vous avez de détails sur les dates intermédiaires, plus c'est crédible. Mais vous avez donc ce total des engagements des pays qui nous correspond, on a eu 2 fois 1 degré de gain, en gros, depuis le début de l'accord de Paris. Donc l'échec de Paris, moi je suis désolé, je connais la bouteille à moitié pleine, mais je ne connais pas l'échec de Paris, mais alors du tout. C'est vraiment, quand on sait en plus, c'est un des chapitres, le 12 du GIEC 6, dans le rapport enfin, des économistes et des ingénieurs, hein, c'est là que j'ai travaillé, euh, il y a un endroit qui dit les pays signataires de Kyoto ont rien fait de plus que ce qu'ils auraient fait sans signer. C'est impressionnant, mais tout le monde a pris un accord dit obligatoire et on a fait le moins possible. Alors que l'accord de Paris, on sait qu'il y a eu beaucoup plus de faits. Alors ça correspond aussi à un contexte technique, à une trouille quand même qu'on commence à avoir du changement climatique. Et vous aurez en fait 2 problèmes dans cet accord de Paris. C'est l'insuffisance des engagements, inadequacy of commitments, c'est-à-dire que vous avez en fait, le GIEC nous dit, eh ben oui, mais en fait, 2 degrés, vous savez, faudrait être sûr qu'on soit vraiment très loin du 2 degrés, le plus loin possible. Et il y a une faiblesse de mise en œuvre. Vous avez un certain nombre de pays qui font un petit peu semblant, en tout cas qui n'avancent pas aussi vite que s'ils avaient dit. Donc ça, c'est vraiment l'aspect négatif. Mais vous voyez, le méchant, c'est les États. C'est pas l'accord de Paris. Pour terminer sur ce segment, il m'en reste un autre, et puis après, c'est les gros textes que vous aurez à votre disposition. C'est le fait que, donc Lookup, que vous avez peut-être vu sur les plateformes Netflix, c'est donc c'est DiCaprio, qui est un astronome, qui voit que la Terre va recevoir sur la figure une grosse comète. Et avec sa thésarde, il convainc difficilement le monde qu'il y a un grand danger, et puis on va envoyer une fusée pour aller essayer de dévier cet astéroïde ce que on a vu qu'on est capable de faire, en tout cas dans une certaine mesure. C'est assez étonnant, les actualités de ce télescope. Et ce que nous dit en fait le film, à la fin ça se termine mal, hein, la présidente dit, plutôt le conseiller de la présidence, un genre d'Elon Musk, réussit à la convaincre que tout ça c'est des métaux précieux et qu'il faut laisser la comète venir sur la Terre et qu'on sera riche.
Mais en fait, bah, la Terre, elle meurt. Et enfin, il y a des péripéties, donc je ne vais pas tout vous raconter. Vous pouvez le voir, il est encore en ligne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a les moyens techniques et financiers. Quand on dit impossible, c'est devenu, mais euh, d'abord un problème politique. Est-ce qu'on est capable de le décider? Est-ce qu'on est capable de le mettre dans une forme décidable? Donc les COP, c'est vraiment le téléthon là-dessus, c'est qu'il faut vraiment avoir le Barnum, et en partie, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pétroliers, que c'est parfois un petit peu, quand le prince de Monaco vous montre ses diapos de vacances au Groenland pour vous montrer comme il est, mais sauf qu'il était là-bas en hélicoptère, bah, voilà, ça fait un peu mauvais genre. Vous avez beaucoup de people, et en même temps, vous priez avec Desmond Tutu au début de la conférence, vous faites il y a un côté grand truc du monde, et donc c'est quelque chose comment dire, qui quelque part fait bouger, et ça fait partie de ce téléthon, même si c'est une foire. Et vous avez la même argumentaire dans un plan climat de ville. La question du budget climat qui a été proposé à pas mal d'endroits, qui est essayé, mais c'est compliqué, hein, dans un mandat municipal, mais le fait que tous les ans, il y a un endroit où on dit, voilà tout ce qu'on a réussi à faire. Et voilà ce qu'il faudra faire, et avec une espèce de forum et de débat. Si vous n'avez pas ce genre de choses, vous êtes moins bien que si vous l'avez. C'est, c'est, c'est vraiment. Et alors après, bah, en effet, il y a un sentiment plutôt pessimiste, ce qui m'est dit ici. On va revenir un peu dessus. Je vais aller chercher, sauf s'il y a d'autres questions, une des grosses raisons pour lesquelles on est pessimiste, c'est que le climat, il a des ennemis. Alors, l'équité, je passe. Ça, vous auriez. C'est très intéressant, mais qu'est-ce qu'on devrait faire avec le Sud, et qu'est-ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent? Vous avez ces questions de crise autres que le climat, et comment on essaie de les prendre. Et je reviens sur le début Alors, je vais voir si je déborde, hein, vous allez me couper la parole. En gros, on arrive à la question des solutions. Donc, on a vu budget carbone global, hein, et on va avoir dans les solutions sortir des fossiles, mais surtout l'électrification, hein. Ça, c'est vraiment un truc qui est très important. Et on va voir un peu pourquoi, ainsi que l'efficacité et les renouvelables. Alors, beaucoup de technologies existantes. On a aussi beaucoup dans le sixième rapport du GIEC la question des irréversibilités. Comment faire en sorte de ne pas faire des choix qui nous bloquent dans une situation, notamment, alors effectivement, les transports, les choses comme ça, et qui vont nous coûter plus cher à l'arrivée. Alors, les potentiels sont donnés dans un graphe qui est consensuel, qui est partout dans le GIEC. Dedans, vous avez beaucoup d'efficacité, en bleu notamment ce qui est rentable déjà aujourd'hui. Et vous avez pour l'énergie un potentiel du solaire, c'est en milliards de tonnes de CO2, hein, l'échelle. Donc c'est vraiment le vent et le solaire qui deviennent les énergies dominantes. C'est pas un truc un gadget, c'est vraiment essentiel. Le nucléaire, vous voyez, à l'échéance 2030-2035, il y a un petit peu de nucléaire, c'est j'augmente la puissance d'un réacteur quand je le révise. Mais ce n'est pas des réacteurs nouveaux qui arriveraient qu'en 2045 et tout ça, si vous en voulez. Alors, le point sur la transition, c'est que comment dire, la baisse de la demande, elle est actée. Ça, c'est important de ne pas s'imaginer, on a vu déjà tout à l'heure, la question de la croissance de l'énergie. Ça, c'est le plan officiel de la France. En énergie finale, j'ai des énergies fossiles, j'en sors, hein, c'est quand même le principe d'un plan climat, et j'aurai un peu plus d'électricité, mais pas tellement plus. Et c'est pas non plus la décroissance. Alors, le captage, on va en parler, si vous voulez, après en débat. Ça fait partie des choses qu'on va de toute façon devoir faire d'ici la fin du siècle, pas forcément tout de suite. Effectivement, sur une question comme le ciment, là, je vous renvoie au RAC, hein. Il y a une salariée qui est une ancienne de Safran, une ancienne responsable de recherche, qui s'occupe que de ça, hein, sur décarbonisation de l'acier et du ciment. C'est une des grosses questions qu'on doit faire, et on doit le prendre en effet au sérieux. Alors, là, je m'en vais plus loin.
Voilà, les coûts échoués, c'est une notion dont on a beaucoup besoin dans le climat, c'est-à-dire que je vais avoir par exemple mon réseau de gaz. Une fois que je décide, je vais faire que par exemple les Danois, j'interdis la chaudière à gaz ou je la rends obsolète, eh bien mon réseau de gaz, je l'ai payé, je n'ai pas encore payé l'emprunt et il ne sert plus. Donc je vais avoir des cas comme ça. Ça, c'est une centrale à charbon que RWE avait achetée en Hollande. Les Hollandais décident de sortir du charbon et ils ont porté plainte. C'est une convention entre Européens de protection des investissements. Et le GIEC a un chapitre dans le chapitre 6 qui dit il y a plein de traités qui sont au service du pétrole hein, et au service du charbon. Par exemple, je fais la guerre pour le pétrole à Hormuz si on avait donc on a plein de traités bilatéraux qui sont en fait au service des hydrocarbures. Et là, ils ont fini par renoncer. Et la France, l'Allemagne ont dit on sort de ce traité. Mais on s'est rendu compte que les centrales étaient protégées. Et ça, c'est des travaux dirigés, mais que je ne vais pas vous faire aujourd'hui. Les bilans d'énergie, pareil, c'est uniquement parce qu'il y a l'énergie finale et l'énergie primaire, et que parfois on s'en sert dans le point suivant. Donc ça, c'est le Sankey de la France. C'est un bilan qui nous dit voilà où on en est, dominé par les hydrocarbures et le nucléaire. Et si ça vous intéresse, vous irez regarder les exercices. Mais ça me permet d'introduire le fait que comment on va sortir des fossiles. Et là, je vais faire un exercice sur la partie, on va dire, la plus facile. En tout cas, celle qui est en ce moment en train de se faire, c'est l'électrification. Et le fait que l'électricité passe au renouvelable de façon quand même assez significative. Donc ça, c'est plutôt déprimant. L'approvisionnement du monde, c'est du charbon, du pétrole, du gaz, et puis un petit peu les trois autres. Mais si maintenant je m'intéresse à l'électricité, alors les émissions, c'est pareil, c'est énorme, l'ordre est inversé. Et en fait, une partie assez considérable du charbon sert à faire de l'électricité. De même, une partie du gaz est aussi assez importante. Le nucléaire, l'essentiel, c'est de la chaleur. On ne fait pas tellement d'électricité avec. L'hydro, les renouvelables, il y a aussi la biomasse, etc. Donc, c'est un peu les deux. Maintenant, si je fais la substitution, je vais m'attaquer, par exemple, au moteur thermique et je vais mettre des voitures électriques. Et je vais aller sur une partie de la chaleur basse température, je vais mettre des pompes à chaleur. Je vais aller pareil sur des pompes à chaleur dans la chaleur primaire d'une partie de la chaleur finale d'une partie des industries. Et ce qu'on va voir en fait, c'est que ces trois barres, je vais devoir les remplacer. Alors le graphe est un petit peu plus compliqué. Ce qui se passe, c'est que quand je produis de l'électricité avec du charbon, en fait, les deux tiers, c'est de la chaleur. Donc, si je mets une éolienne, si je mets un capteur solaire, j'ai besoin du tiers, j'ai pas besoin de tout ça. De même, une voiture électrique, le deuxième truc sur le pétrole, quand je remplace mon parc, ma flotte par de l'électrique, y compris si je compte tout, les émissions amont, etc., je vais diviser par 2,5. Parce que le moteur électrique, il a 90% de rendement, avec un petit peu de perte dans la batterie, mais ce n'est pas du tout comme un moteur thermique qui fait ses 20% de rendement ou 30% si je suis vraiment très bon sur la route. Donc, je vais avoir en fait une substitution d'énergie et le vert, c'est ce qui restait en haut. Hein. Ce que j'ai un petit segment bleu en haut, c'est ce que j'ai pas pour l'instant changé. Et je vais avoir donc une part assez importante hein, de mes hydrocarbures qui en fait, euh, par la substitution des énergies renouvelables et en plus après, on verra qu'il y a l'efficacité qui va s'ajouter. Donc, je vais avoir en fait besoin de ça de renouvelable électrique à droite, hein, c'est-à-dire c'est trois fois moins que si on faisait juste la somme de remplacer le pétrole par des énergies renouvelables. Et je vais avoir besoin d'autres choses, par exemple du thermique, de la géothermie, des recyclages, et ça va être la discussion. Donc vous aurez la question du nucléaire, combien j'augmente? Alors l'AIEA nous dit, on fera peut-être un doublement pour 2050, mais vous savez, tout ça va être compliqué. Macron a fait une coalition qui dit on va tripler. Donc si on triple, on arrive au trait bleu là. Donc c'est à l'échéance de 2050. C'est-à-dire que quelque part, même si on mettait tous les efforts du monde, c'est pas ça l'important. Le nucléaire est plus une question très importante. L'hydro a des augmentations plutôt dans le sud et c'est pas très sympathique du point de vue de l'environnement. Et il reste solaire et éolien.
Et là, en plus, c'est une flèche qui est en gros toute chose égale par ailleurs. Là, je n'ai pas fait de projection, j'ai fait juste qu'est-ce que je ferais pour remplacer mon énergie d'aujourd'hui. Donc c'est un peu grossier, mais ça vous donne une idée qu'on est dans un système qui ne va pas du tout être pareil, qui est vraiment en train de se transformer. Et si en plus je suis efficace, l'estimation collective du GIEC, c'est que l'électricité, aujourd'hui, le potentiel, c'est 75%, moins 75%. Si je prends le meilleur appareil du monde et que donc je fais la somme, j'arrive à diviser par 4. Alors maintenant, on n'en est pas vraiment là, et puis c'est comme pour une maison. Une maison, je sais faire zéro si je mets assez d'isolant, mais tout le monde ne le fait pas parce que c'est une science de l'ingénieur où il y a un compromis entre le coût, la matière que j'y mets, le temps à faire, etc. On voit bien que ça, c'est difficile. Mais pour l'éclairage, oui, on fait du 75% à l'aise. Et le climatiseur, pareil, et la pompe à chaleur, pareil, etc. Alors, je poursuis vite parce que je dépasse largement. Donc, le GIEC nous dit c'est d'abord l'électricité qui va changer. On a des scénarios très, très solaires ici, dans ceux qui font les 2 degrés. Le GIEC n'a pas fait tous les scénarios. Ils ont dit bah, on va sélectionner les scénarios qui font un 5, qui font 2 degrés. Puis après, on regarde, on se rend compte qu'il y a quelques scénarios où on va aller pomper le carbone, et notamment à la sortie des usines, mais ils sont très minoritaires. Alors, toujours sur les nouvelles, hein, on ne va pas aller trop loin là-dessus, mais en gros, entre 2007 et maintenant, il ne faut pas laisser faire des infos qui disent que tout va mal. L'électricité a baissé de moitié ses émissions en Europe. Et on voit le déclin du charbon, le gaz étant beaucoup moins en déclin. L'Allemagne, donc, est arrivée maintenant à 261 de renouvelables contre 190 de fossiles. Donc, on est à peu près aux 2 tiers, hein. Et vous aurez la Chine qui est en ce moment au turbo. Alors, avec une difficulté, enfin, la Chine nous met tous les ans en solaire et en éolien l'équivalent du parc nucléaire français. Tous les ans. Et l'équivalent de leur propre parc nucléaire. Ils sont maintenant à 34% de renouvelables dans leur électricité. Vous avez un pays qui reste charbon majoritaire, mais qui est quand même en train d'aller vite, avec ce problème que peut-être les renouvelables augmentent, mais pas on a un problème après ça de fermer les centrales à charbon. Alors les investissements donc, sont vraiment aussi en turbo. Vous avez maintenant 2 fois plus d'investissements dans les renouvelables que dans les fossiles, et 20 fois plus que dans le nucléaire. Ça, c'est depuis longtemps. Et cet investissement va être proportionnel, enfin, c'est le cumul des investissements qui va être proportionnel aux baisses de coûts, hein. C'est vraiment industriel. Si vous multipliez par 2 la production des Twingo sur 2 ans, le nombre de Twingo total fait que vous allez baisser encore de 10%. Il y a des règles en industrie qui montrent qu'il faut en faire beaucoup pour que ça baisse. Alors, avec donc cette projection de dire le solaire va dépasser le charbon à l'horizon un peu de 2035, mais en Europe, c'est déjà fait. L'an passé, le solaire a dépassé la production du charbon. Ça, c'était pour avoir les choses un peu positives, avec aussi cette baisse de coûts qui, d'ailleurs, va nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait si l'énergie est pas chère du tout, hein, mais on a des exemples où l'énergie est gratuite, comme en Égypte, le gaz est gratuit. Bah, les industriels, ils vont pas non plus. Il y a une limite de ce qu'on peut consommer. Ça ne vous apporte pas grand-chose, d'ailleurs. Donc, vous avez cette baisse qui continue. J'ai terminé sur ces projections électriques qui nous... Ça, c'est les scénarios, en gros, où on fait les 2 degrés, un petit peu mieux que les 2 degrés, où ce qu'on voit, c'est que on est à STEPS, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le APC, en fait, pour les renouvelables, on est plutôt dans la ligne bleu clair. Et le bleu foncé, c'est ce qu'il faudrait faire pour arriver aux 2 degrés d'ici 2035 et 2050. Et après, en bas, vous avez le nucléaire et la proposition Macron de triplement, elle est mise en flèche rouge. Et les fossiles se trouvent en haut. On est malheureusement trop en train de garder les fossiles. Alors, dernier point, et puis je zapperai. On va aller voir les pétroliers.
parce que c'est les adversaires, c'est ceux qui nous qui nous posent quand même des grands problèmes et qui sont en train d'essayer de saboter les choses, qui ont pris le pouvoir, hein. Trump a dit aux pétroliers, si vous me donnez 1 milliard de dollars, je ferai tout ce que vous voulez. Et c'était pendant sa campagne électorale. Et aujourd'hui, effectivement, dans les ministres américains, c'est les types qu'on avait dans les années 90 qui venaient en tant que lobby pétrolier. Donc Ebel, etc. C'est des personnages qu'on avait à l'époque. C'est pas pour ça qu'on va perdre. C'est-à-dire, le premier mandat de Trump, il avait dit je relancerai le charbon, rien ne s'est fait. Et les 10 charbonniers principaux américains sont sous le régime de la faillite. Et il y avait 6 ports d'exportation, puisque le charbon n'est pas consommé sur place. Donc on s'est dit, bah, on va le vendre aux Chinois, continue d'en consommer. Il y avait 6 ports sur la côte ouest, ils ont tous été annulés. Alors, ce n'est pas que les écolos, c'est des juges, c'est une question économique, mais ils avaient le permis de construire, hein. Et donc c'était vraiment du Wyoming à la Chine, ils avaient estimé qu'ils pourraient le faire. Non, ils vont pas le faire. Et bon, on est en train de perdre sur une partie des gaz de schiste, mais ça, ça fait partie des nouvelles un petit peu grinçantes qu'on aurait eu aussi avec Biden, hein, puisqu'il avait foré beaucoup et Obama encore plus. Alors, pour aller vite sur ce dernier point, donc cette question du tiers des réserves, c'est un point essentiel. Et on a donc un pic mondial où il ne faut pas non plus penser le pic comme étant univoque. On a vraiment des continents qui n'ont pas la même vie. Nous, ça fait longtemps qu'on a fait notre pic. On a baissé fort, fort. Je vous ai dit, la moitié de l'électricité charbon, plutôt la moitié de l'électricité fossile, on l'a supprimée. On est passé décarboné. Et on a donc des endroits où, par contre, ça continue un peu, même si ça ne va pas forcément avoir la même trajectoire que ce que nous, on a vécu. Et vous aurez un pic de demande, là, c'est l'ensemble des hydrocarbures aussi. BP nous dit on est déjà, donc l'un des instituts. L'Agence internationale de l'énergie nous dit IEA, ça va se passer en 2030. Et OPEC nous dit ce sera jamais. Et ExxonMobil nous dit ce sera bien après 2050. Et le GIEC précédent, donc de celui qui a fait l'accord de Paris, nous disait, pour réussir vraiment à stabiliser le climat, il faudrait avoir notre pic avant 2020, à l'époque. Donc vous voyez, on est quand même en retard. Là-dessus, je n'ai pas envie de vous dire que tout va bien. Alors ça, c'est sorti aujourd'hui. Et j'avais le chiffre ancien, le SEI a sorti son nouveau rapport. C'est l'idée que les producteurs de pétrole nous affichent des productions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on devrait faire. Dans ce graphe, on voit en fait en rouge ce que les producteurs de pétrole se projettent pour eux-mêmes. Et en réalité, le climat voit un seul hydrocarbure, on voit le CO2, mais en connaissant ce qui se passe dans les différents pays, on sépare le charbon, le pétrole et le gaz. Mais en fait, du point de vue climatique, c'est une ligne, c'est une quantité de gaz carbonique notamment, hein, c'est un des gros bouts. Et ce qu'on voit aussi, ce sont les lignes marron. Ça, les lignes marron, c'est ce que les États, tous les États ont dit à l'ONU. Alors, Stated Policies, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et en pointillé, c'est les engagements, Announced Pledge. Ça, c'est ce que globalement la communauté internationale s'est proposé de faire. Et en bleu, ciel et foncé, c'est un scénario correct en 2 degrés et en 1,5 degré. Donc, vous voyez, il nous reste un gap, c'est assez important, mais on a, du point de vue des pays consommateurs, on est plutôt dans le bon sens. Le problème, c'est tous ces pays producteurs qui nous disent, regardez, je vais avoir plein de pétrole. Alors, quand même, par rapport à la diapo précédente, il s'agit bien sûr d'un pic de demande. Ce n'est pas un pic d'offres. Les gens qui se disent maintenant j'arrête d'en vendre, etc. Même nous en France, en Guyane, quand on a dit il y a du pétrole, tout le monde a dit qu'est-ce que je vais faire avec l'argent. Et on ne s'est pas du tout posé la question du fait qu'on s'était interdit sous Nicolas Hulot de forer. Et vous regardez un peu la résistance qu'il y aurait eu. Par chance, il n'y avait pas de pétrole dans notre bassin à nous, en tout cas dans les endroits où on a testé. Mais les gens n'ont pas forcément l'idée qu'on va devoir arrêter de nous-mêmes. Même les Norvégiens n'y arrivent pas.
Et donc, on a une contradiction des pays où les pays pétroliers disent on va en faire plus. Alors le cas le pire, c'est El Jaber, ministre du pétrole qu'on retrouve à la COP c'était pas Doha, c'était à Dubaï, et donc qui est en même temps le président de la compagnie pétrolière. Il préside la conférence et il nous dit, je crois tout à fait au climat. D'ailleurs, il a signé le GIEC. Le GIEC, les délégués des gouvernements signent le rapport, le résumé final pour bien dire qu'ils sont d'accord avec la science. Mais sauf qu'il nous dit, pour réussir à sortir du pétrole à l'horizon 2050, comme on me le demande, je vais avoir besoin de cash. Et donc, nous avons prévu d'augmenter de 30% notre production pétrolière. C'est la première chose qu'il nous a dit quand il y a eu la COP de Doha. Enfin, j'étais pas là, mais les collègues. Mais ça veut dire ça, en fait. Et ça veut dire aussi, je sais déjà que la valeur de mes puits de pétrole sera réduite à très peu en 2050. Et donc, comment je fais d'ici là? Vous avez tout un jeu, la théorie des jeux, sur qui peut faire quoi et à quel moment les choses vont mal se passer. Enfin, plutôt mal se passer pour les pétroliers. Donc, il y a en même temps ce jeu. En partie, c'est ça, mais en partie, le problème, c'est que vous avez des investissements. Et une fois que le puits il est foré, bah, on doit le payer et puis personne n'a envie de vraiment l'arrêter. Alors, on a donc des pétroliers qui ont des besoins de niveau très très élevés de prix parce que tous les pays pétroliers ont maintenant des populations élevées. L'Algérie, la moitié du gaz, c'est les gens qui le consomment. Alors, il faut dire, l'industrie, c'est 0,03 c'est des centimes c'est en gros 40 fois moins que nous pour du gaz. Et en Égypte, c'est gratuit pour une PME. Donc, vous aurez au Venezuela, c'est 20 centimes, etc. Et vous avez donc ce système où ils sont obligés pour leur budget de faire du 80 $ le baril. Aujourd'hui, c'est 60. Et vous aurez donc les majors du pétrole qui ne possèdent pas les réserves de pétrole, mais qui veulent aussi développer et qui font leur jeu à eux. Et donc vous aurez des pétroliers qui vont développer. Alors ça, c'est quelques pétroliers. Vous voyez, Total, ben, on a dit qu'il fallait que les 2 tiers du pétrole restent en terre. C'est la colonne de gauche. Et Total est en train d'amener ça sur le marché si on compte tous les tuyaux qu'ils sont en train de mettre. C'est bien sympathique, hein, mais après, tout ça est au service de la France et du monde. Alors, ce truc, ça s'appelle, alors, évidemment, une partie seront des coups échoués, parce qu'on ne va pas savoir le vendre. En partie, c'est parce qu'il y a des pays qui leur ont dit vous ferez, hein, c'est juste des choix de pays. Mais en partie, on sait qu'il va y avoir un moment assez délétère, notamment quand vous avez des gens comme le Sénégal qui a dit bah, on a trouvé du pétrole. Alors j'en parle dans un autre truc que j'ai pas su. Mais le Sénégal, ce sera du pétrole pour l'export. Il n'y a pas de raffinerie là-bas du tout. Donc c'est du pétrole, si on le trouve en mer, bah, ce sera pour le vendre sur le marché international à un moment où il aura baissé de prix de moitié ou de 3, puisque il arrivera dans 15 ans, dans 20 ans. Alors c'est un gouvernement populiste, on va dire, qui a envie de le faire et qui nous dit, autant le gaz va peut-être être utilisé localement, autant le pétrole, il va être là, dans un marché qui sera sursaturé et où on devra en plus se dépêcher de les arrêter. Donc c'est vraiment difficile. Donc, avec un pari des compagnies pétrolières qui n'est même pas cohérent avec les prix du pétrole, c'est un peu un pari d'être le dernier pendant que les autres mourront, quoi, hein. C'est un peu une histoire tout à fait délétère et leurs projets sont majoritairement peu rentables dans un système où le prix peut être chroniquement bas. Vous prenez la moitié de ce que je vous ai montré. Donc, par exemple, le véhicule électrique fait la moitié de ce qu'il est marqué dans les plans des pays, et ben vous aurez vraiment beaucoup moins de besoin de pétrole dans le monde. C'est un gros paquet. Donc vous aurez un prix du pétrole, même si vous faites trois guerres et des choses genre la Libye, etc. Enfin, c'est pas un complot, mais par chance, il n'y a pas de forage en ce moment en Libye ou en Iran. Mais donc, vous aurez en fait cette contradiction qui est en train d'arriver très fort. Donc ça, c'est pas la partie la plus optimiste de ce que je vous raconte. Encore moins ici.
vous avez des gens du côté des sceptiques du pic pétrolier, ceux qui nous disaient bientôt il n'y a plus de pétrole, etc., notamment donc, Jean Covici jusqu'à récemment. Ils nous disaient mais non, ça coûte beaucoup trop cher de faire du pétrole de schiste. Pétrole de schiste, c'est un pétrole particulier où on va aller casser des petites alvéoles dans le sous-sol pour récupérer le pétrole. Mais en fait, il y a eu tellement de milliers de forages aux États-Unis que, pour des raisons industrielles, baisse de coût, vous avez un prix à gauche en bas. Ça, c'est l'estimation 2025 par Financial Times. Vous avez des puits en Angola qui coûtent 75, c'est Total qui a foré 2000 mètres de croûte terrestre avec 2000 mètres de fond, et c'est le pétrole de tous les records. C'est magnifique techniquement, mais à 75 euros, il ne sera jamais rentable. Sauf qu'il est là, donc on va quand même l'exploiter, ne serait-ce que pour payer un petit peu les traites. Et vous avez une partie de ce pétrole américain qui se trouve maintenant moins cher que l'OPEP, l'Irak, etc. Tellement ils ont foré, ils ont une technologie, vous avez un puits, vous tirez des tuyaux à 15 km à la ronde dans différentes directions. Donc c'est un peu là, c'est un peu un problème, c'est que alors c'est un autre cours sur le pétrole, mais vous avez donc du pétrole alternatif en quantité énorme qui est venu sur le marché alors qu'il y a déjà trop de pétrole classique. Et le pétrole arctique, c'est Pouyanné qui nous dit en fait on n'ira jamais là-bas. On n'a pas su faire enfin l'Angola et le Nigeria, c'est devenu beaucoup trop cher. On ne va pas aller là-bas. On a déjà largement assez avec le Guyana et des endroits comme ça. Euh, pour la petite histoire aussi, à l'arrivée de Trump il y a 6 mois, les grandes compagnies pétrolières à Houston ont annoncé des licenciements d'à peu près un tiers de leur effectif, parce qu'elles estiment que le prix du pétrole ne leur permet pas de forer. Et la promesse de Trump, c'est le prix du pétrole pour nos amis américains sera très bas. Mais on va aussi forer. Donc il y a une grosse contradiction qui fait que ces compagnies sont un peu aux abois. Enfin, elles ont le pouvoir aux États-Unis, pas du tout dans le reste du monde. On a su se débrouiller quand les Américains partaient, mais vous avez des contradictions assez importantes dans ce monde de l'énergie. Je termine là-dessus. Alors, un des gros boulets de la transition, c'est les compagnies pétrolières des pays du Sud. Vous avez vraiment un problème. Vous avez des compagnies comme Pemex au Mexique, par exemple. Vous aviez AMLO, c'était un président populiste, vraiment là pour le coup c'est le plus proche de nos populistes à nous, qui avait considéré que pour sauver la Pemex, qui est une compagnie qui s'est dégradée avec le temps, qui n'avait pas assez investi, eh bien il faut interdire la voiture électrique pour être sûr qu'on ne va pas concurrencer. Donc, c'est des compagnies qui étaient la vache à lait du pays, qui étaient même le fleuron, mais qui sont devenues avec le temps. Puis quand le prix du pétrole, le baril, ça suit le prix du baril, on a 10 ans de baisse, ils vont rafistoler, ils ne vont pas investir. Donc, on a des compagnies qui se sont beaucoup dégradées. Venezuela, en plus, ils sont sous embargo, donc ils ont les Iraniens, etc. Alors, l'exemple, j'ai dit l'énergie pas chère, ça, c'est assez fou ici à gauche. Au Nigeria, la subvention individuelle par personne au, donc à l'essence est à peu près 3 fois, pardon, le budget de la santé nationale. Et on parle en plus de régressif, puisque les gens qui ont une auto, évidemment, dans un pays africain, même pétrolier, c'est plutôt les riches. Et en plus, tout ça va dans des encombrements les plus monstrueux du monde, à Lagos. Donc c'est quand même, vous voyez, ça c'est l'Economist qui a donné ça il y a quelques mois. Et donc la part du PIB, alors nous on a déjà fait pareil, la prime au fuel, au lieu de dire on vous aide à changer de chauffage, on l'a fait plein de fois et on vient d'en arrêter une, mais on en fera encore d'autres. Donc je termine. Alors vous avez les questions de corruption qui vont. Donc tout ça pour dire que c'est des boulets. Lula va en prison. Alors c'était Petrobras, puis c'était aussi leur compagnie de construction, un genre de SPI ou de Bouygues. Et vous avez toutes sortes de scandales
qui sont liées à ce pétrole parce que c'est tellement la quantité, on verra que les autres minéraux, c'est rien, ça n'a pas du tout d'importance économique par rapport au pétrole. Et vous avez même la question des États pétroliers, ça c'est un auteur russe émigré qui a pas mal détaillé ce que c'est qu'un pays pétrolier. Ce qu'on se rend compte, c'est des pays pour qui 1% de la population a de l'importance, tous les autres, on s'en fout. C'est les producteurs de pétrole, puisque presque toute la richesse est faite par 1%, plus un autre pourcent qui sont les gardiens. Et donc ça fait des gens, pas forcément automatiquement des autocrates, mais souvent on tombe sur des dictatures, parce que on a et on prend donc toutes sortes de pays, l'Angola, la Russie surtout. Et puis, donc on a une espèce de problème politique qui va rejaillir évidemment sur la manière dont on gère la question du pétrole. Je voulais vous dire que c'est vraiment une question très problématique, à la fois des compagnies pétrolières et des États pétroliers pour la question climatique. Et les États-Unis n'en sont qu'un exemple, c'est tous les autres. Et il y a des cas extrêmes. Le Tchad met 3 mois à dépenser son argent garanti à la Banque mondiale par écrit qu'on va aller à un fonds de l'éducation et des hôpitaux, et ça devient des armes en 3 mois. Et alors qu'on avait détruit la forêt au Cameroun, si vous vous souvenez, nous, c'est une bagarre qu'on avait eue avec les collègues. On a fait le pipeline, on l'a fait payer par la Banque mondiale, et le pétrole a été directement pour acheter des armes, parce qu'il y avait urgence, il y a toujours une clause d'urgence. Donc on a, bon, ça c'est un cas extrême, vous avez des tas d'autres cas où bah, c'est une gestion qui vous rend pas forcément riche. J'ai dépassé mon temps, désolé. Et donc, le GIEC nous dit, tout ça, c'est une bulle, rapide pour le charbon et plus ou moins lente pour le pétrole. Et on a donc les gagnants d'une sortie du pétrole. On s'en doute, bien sûr. Alors, qui est pour A? Qui est pour B? Qui est pour C? Qui est pour D? C'est bien, vous avez écouté. Euh, Effectivement, la Russie dépend énormément de son pétrole et elle n'est pas très, très coopérative dans la négociation climat. Les États-Unis sont plutôt plus diversifiés, hein, donc ils n'ont pas trop de risques. Le gouvernement fédéral ne dépend pas du pétrole. Et par contre, les 3 pays, Chine, Japon et Europe, sont vraiment les piliers, même si ça grince et c'est pas forcément toujours parfait, mais c'est les pays qui ont intérêt à sortir du pétrole et à faire une négo climat correcte. Et bon, là, je vais tout de suite vous montrer l'intrus dans les pays producteurs de pétrole, c'est que en fait, ces pays comment dire, ont des besoins de plus en plus importants et ils savent aussi que leur pétrole est moins cher. Là, pour le coup, c'est l'intrus, c'est la proposition fausse, mais je ne vous ai pas laissé le temps de répondre. Voilà, donc il y avait encore plein d'autres choses, mais j'ai déjà, vous voyez, tous ces trucs-là sont plus secondaires. Je pense que les nouvelles, vous voyez, elles sont plutôt bonnes du côté de l'électrification et des énergies renouvelables. Ça, c'est spectaculaire. Pour partie du côté de l'efficacité, et là, on peut pas, enfin, il y a vraiment une logique qui est plutôt de ce côté-là et plutôt une logique coopérative pour un certain nombre d'actions. Pour le reste, bah, le monde étant ce qu'il est, en tout cas, l'affaire des 2 degrés est absolument pas perdue. C'est sûr qu'il reste beaucoup de temps pour les questions. Non, on peut prendre quelques minutes. Ouais. On peut prendre 2 questions ou 3 questions? Oui. Il y a quand même la grande question de la pilotabilité de l'énergie, du stockage de l'électricité. Et là, c'est pas, enfin, je veux dire, on voit des choses, mais Alors, là, on rentre dans des sujets d'ingénieurs. J'ai proposé dans la liste, il y a un cours aux mines de Douai là-dessus, à l'ICAM. Euh,
je vais pas dire que c'est résolu, mais franchement, c'est un problème d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on sait le faire, mais il faut maintenant le faire de façon fiable et plus ou moins chère. Mais vous avez aujourd'hui en Californie assez de stockage pour que tout le solaire qui est produit aille dans le gaz et retire du gaz, par exemple. Donc, par exemple, le stockage nuit-jour, ça devient un problème assez limité. On a un problème saisonnier ou par exemple la présence ou non d'éoliens offshore va avoir une grande importance. Parce que là, on est vraiment en phase avec la production d'hiver dont on a besoin. Mais ça, il faudrait vraiment expliquer. Un système tout nucléaire aurait autant de problèmes. Et, Tous vos documents sont accessibles. absolument. Donc le PDF, vous allez l'avoir. Éventuellement, vous me réservez sur l'année prochaine pour faire le cours sur le système électrique, même si c'est un cours plutôt plus technique. M'excuse, si les questions viennent essentiellement de la salle, je vous demande s'il vous plaît de prendre un micro pour que les personnes qui sont à distance puissent entendre votre question. Est-ce que vous pouvez dans votre réponse Ah répéter oui. la question? Ou alors, La question, c'était la question de la variabilité des sources renouvelables. Mais en gros, quand la source renouvelable, elle coûte 3 fois moins cher que l'autre source, ça coûte 10% de faire un réseau différent. Ça va être vraiment lié à la question du réseau et de l'utilisation. Enfin, je crois qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais franchement, c'est pas le problème le plus effrayant. Le GIEC, d'ailleurs, dit à un moment, la question, c'est comment on arrive rapidement à électrifier des industries compliquées, une papeterie, une aciérie, dans un temps limité. Ça, c'est une question plutôt plus compliquée que le système électrique, qui est franchement déjà très, très européen. Tout à l'heure, vous avez dit que les investissements vers le renouvelable étaient 20 fois plus importants que ceux affectés au nucléaire. Il Oui, faut comprendre oui. sur le plan Mondial. mondial. Voilà. Par contre, si on se focalise sur la France, est-ce que par rapport à ce qui est prévu sur les EPR 2, etc., les 8 et 6, 14, je crois, est-ce que la question française, du coup, est pas inversée? Là, Une partie de la réponse de la comparaison nucléaire énergie renouvelable, encore une fois, des cours que j'ai fait pas mal hein, et qu'on peut vraiment plus détailler. J'ai fait pour les jeunes de Greenpeace une série de 4 cours qui serait peut-être intéressant de faire une autre fois. En fait, une partie de la réponse, ça va être que ça a beau être 20 fois plus, il se trouve qu'en plus, c'est des milliards pour le nucléaire qui sont beaucoup moins bien dépensés. Je veux dire, l'argent qu'on met aujourd'hui dans les énergies renouvelables en France, c'est de l'argent qui produit des kilowattheures. On en arrive à de l'éolien flottant en Méditerranée, et donc c'est des kilowattheures qui sont réels. Alors que l'EPR, c'est 2045, et on a vu que le chantier de Flamanville, il était achevé à 99%, mais il restait encore 10 ans à faire. Donc l'idée, de toute façon, on sait que c'est pas forcément une bonne affaire, mais oui, la France a envie de gaspiller son argent. Voilà, je pense qu'on va pas forcément trop parler de nucléaire, parce que comme on l'a vu, c'est pas la question qui change le fait qu'on gagne ou pas la transition énergétique. Il y avait une question dans le chat là sur la décarbonation, enfin les solutions de stockage de carbone, etc. Il y a Fressoz qui a Oui. en invoquant le GIEC qui, d'après lui, prenait beaucoup ce genre de méthode. Ouais, dans le rapport 6, on a cette base de départ, c'est que oui, on va avoir un problème de quantité de tonnes à retirer à partir en gros de 2040 ou 2050 si on veut arriver à notre budget carbone. Et le budget carbone, on peut le faire en émettant puis en allant en chercher. Et on a un coût et c'est pas non plus des solutions impossibles. C'est pas très élégant parce qu'il vaudrait mieux émettre moins et être plus efficace. Et le problème aussi du stockage, c'est que on est un peu dans une nasse aujourd'hui. C'est que l'argent vient d'industries qui ont envie de pas trop diminuer leurs émissions. Par exemple, des compagnies aériennes aujourd'hui payent des programmes de recherche. Au niveau global, on a besoin de ces programmes de recherche
que les États ne paient pas toujours assez. Donc, ce n'est pas complètement idiot d'avoir des gens qui le payent, mais il ne faut pas à l'arrivée que ça leur donne juste une indulgence et que ça leur permette. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait un pompage de carbone, mais dans un pot commun, qu'on retire en plus du fait de décarboner le reste de l'économie. Mais il y a effectivement une demande. Il y a le GIEC avait posé la question, avait pas trop d'idées. Maintenant, ils ont vraiment une idée de la liste des possibilités et de ce qu'on peut faire et des ordres de grandeur des coûts. Une étude récente qui semble indiquer que en fait, les volumes stockables sont en fait beaucoup plus réduits qu'on se pensait. Alors, c'est vraiment, on a vraiment un ensemble alors, il y a, le GIEC avait fait un rapport spécial qui était plutôt sur les questions de méthodologie. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, le but, c'est d'éponger, c'est de gagner du temps dans un système qui est très menaçant. C'est-à-dire que c'est pas comme un dépôt de déchets nucléaires où je dois faire un dépôt qui est étanche pendant 2 millions d'années. Là, si j'ai par exemple 1% de fuite, quelque part, j'ai déjà gagné 100 ans. Sur la quantité que j'ai stockée, c'est pas comme si, alors, du CO2 pur, c'est un poison, mais on parle pas d'un déchet au sens du danger, c'est le problème de la concentration. Mais donc, la question, par exemple, est pas posée la même. Tous ces trucs-là, on le voit dans les rapports du GIEC. Maintenant, oui, vous avez des gens qui ont envie de faire ça, et en partie, c'est dilatoire, pour des charbonniers notamment, ça, mais il y a aussi une partie où le problème, c'est l'adéquation entre les lieux de stockage et puis le captage. En fait, le captage correspond à presque toute l'énergie dont on a besoin. Le stockage dans un sous-sol demande assez peu d'énergie. Par contre, ça demande de la politique. Il faut que les gens soient d'accord. Par contre, la séparation du carbone avec la fumée est très compliquée. Mais on est vraiment dans la discussion qui pourrait le faire et qui paierait. Aujourd'hui, c'est pas très convaincant. Ça, c'est vrai. Et le GIEC dit pas que c'est convaincant. Alors, sur la question du courant continu, ça fait partie du cours hein, sur le réseau du futur. Effectivement, on y est, mais tout ça est quand même assez récent. La première liaison courant continu. Le courant continu, ça, c'est 150 ans. Tesla, là, Non, mais là, on est dans un truc à 6 gigawatts. Et le problème du courant continu, c'est qu'on ne sait pas l'arrêter. On a un câble avec un courant, donc une densité de courant qui est beaucoup plus importante, ça c'est vrai. Il y a moins de cuivre et on a plus de courant, et en plus on vient par la terre, donc on a une quantité de cuivre nécessaire ou d'alu, si on veut de l'aluminium, qui va être très inférieure. Ça c'est vraiment l'une des bonnes raisons. On a aussi beaucoup moins de pertes, notamment par plusieurs effets. Mais aujourd'hui, on met du courant continu, alors on en met dans les îles externe en Hollande parce que justement l'équation de perte était plus importante. Et la première vraie ligne continue, elle est entre le Danemark et l'Allemagne. Elle vient d'être faite, elle n'est pas très longue. Mais oui, mais c'est des points à points. Le problème, c'est qu'on a un réseau et on veut faire fonctionner le réseau de façon maillée avec plein de liaisons. Et pour ça, il faut être capable d'arrêter à tout moment le système. Sinon, on sait faire une baisse lente, mais je suis désolé, sans disjoncteur, on ne sait pas faire de réseau. Donc, le disjoncteur, il a été inventé par ABB il y a quelques années, et on commence maintenant à le mettre en œuvre quand il s'agit de couper 6 gigawatts. C'est-à-dire que si vous coupez, vous avez des étincelles qui détruisent tout autour. C'est une énergie phénoménale. Donc, pour l'arrêter, parce que le courant alternatif, comme il s'arrête toutes les secondes, 50 fois par seconde, il suffit de l'arrêter à ce moment-là. Alors que le courant continu, il a un courant de rupture pour des raisons magnétiques qui est considérable, et on a inventé un système qui permet maintenant de le faire. Donc, on commence à avoir, effectivement, en plus, on relie des réseaux qui ne sont pas dans le même 50 Hertz entre Danemark et Allemagne, etc. Donc ça, c'est un des trucs qui est les conditions pour avoir le réseau mer du Nord qui est le plus, enfin, et Atlantique bientôt, qui va permettre d'arriver en plus à une fourniture continue, puisque les pays, l'Irlande, on va être liés. En fait.
Donc, c'est un point très important. Sur les algues, bah, j'attends de voir, mais là, je suis un peu désolé. Mais je veux bien avoir la référence. Oui, oui. Non, non, mais c'est tout à fait. De toute façon, c'est à étudier. Mais vous avez beaucoup d'études qui ont été faites, notamment dans les 3 îles que les Allemands ont établies. Ils avaient fait 3 îles au large avec des plateformes qui donnaient des études de longue durée sur les corrosions, les phoques, les questions électriques, beaucoup de météo, etc. Et une partie de l'éolien allemand est basée sur des îles. Et là, dans le projet sous-marin que développe RTE, là, qui s'appelle Chira, Saint-Nazaire, au contraire, ça facilite les raccordements des parcs éoliens offshore. Oui, mais alors, ça, c'est vraiment un débat. Enfin, j'ai travaillé un peu comme correspondant du Canard Wind Power pendant une quinzaine d'années. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire. On commence maintenant à se dire, Oui, je vais pouvoir brancher les éoliennes tout en étant lié aux autres pays. mais le problème, c'est que Mhm. dans votre démonstration, jamais on ne fait la différence entre les deux électricités. Et les conséquences sont énormes. Non, mais ça, c'est En juste fonction les de- questions de liaison. On va pas les usages. De toute façon, nos usages sont plutôt des usages continus. Là, on est plutôt en continu. Oui, mais partout, Mhm. mais on continue maintenant. Il y a des gens qui font des immeubles en continu. Il y a des... Oui. Par contre, pour les grandes distances, comme il peut Mais avoir entre Amiens et Fécamp, enfin, je crois que c'est ça, et puis en Camargue là-bas, il serait peut-être utile de mettre en souterrain oui. des lignes en continu. Ah oui, moi, j'avais Et ça participé au. Oui. ça rentre pas dans la politique actuelle de la France. Ah non, mais RTE, ils n'ont pas envie. Mais de toute façon, Mais si, non, non, oui. pour le sous-marin. Ils prouvent que c'est Oui, mais dans le sous-marin et ils ne veulent pas l'appliquer oui, mais dans le. c'est ce qui dans s'est le- passé à Perpignan. Moi, j'avais été invité comme euh, intervenant pour les collectivités au moment des lignes à Perpignan. Et effectivement, il a fallu qu'on les force, mais alors vraiment avec un gros bras de fer, pour qu'il y ait à la fin, qu'on ne mette pas les poteaux en haut du canigou et qu'on mette un câble, mais on leur aurait arraché les bras et les jambes. Enfin, ils en voulaient absolument pas, notamment parce qu'ils n'ont pas envie de le mettre ailleurs. Et c'est quand même compliqué, hein. Il y a quand même cette idée que c'est vraiment de point à point et que vous ne pouvez pas faire un réseau maillé avec. Mhm. Mais tant mieux dire, tant Je mieux pense que dire, là, on est au bout, hein. Oui. On va passer à la pause. On va reprendre à 20h15 pour les personnes qui sont en ligne. On reprend à 20h15. On fait une petite pause pour enchaîner ensuite. Voilà, donc n'hésitez pas, envoyez vos remarques et puis on reviendra. Et vous aurez donc l'ensemble des transparents par la plateforme. Enfin, je pense que Virage va faire ça. Éventuellement en y ajoutant des éléments de réponse, mais là vous aurez déjà une énorme quantité puisque je vous ai montré qu'un morceau des cours, des 6 heures de cours sur ce sujet.